Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Digital Realty? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Donc, nous avons ici une entreprise. Digital Realty possède, acquiert et développe et exploite des centres de données. Donc, j'ai traduit de l'anglais au français, donc ce n'est pas parfaitement ça, mais voilà. C'est une entreprise qui loue des centres de données, ok, donc des data centers. Donc, la société se concentre sur la fourniture de centres de données, de colocation et de solutions interconnexion pour les clients nationaux et internationaux dans une variété de secteurs verticaux allant des services de cloud et de la technologie d'information, de la communication, des réseaux sociaux, des services financiers, à la fabrication à l'énergie, aux soins de santé. Et bon, bref, ils sont partout. D'accord. Alors, sur ce genre de compagnie ici, que ce soit sur les real estate ici, posez-vous la question. Qu'est-ce qu'on fait? Nous sommes un data center, donc on loue des centres de données ici. Donc c'est essentiellement des grands entrepôts avec des milliers des milliers de disques durs mis en réseau, si vous voulez. Voilà, c'est un truc comme ça. Bon, ça c'est plus le cloud, mais voilà, vous voyez à peu près l'image ici. Donc, ça c'est ce qu'on fait. Est-ce que c'est un métier d'avenir? Bien sûr. Les données augmentent de plus en plus. D'accord. La consommation des données augmente de plus en plus. Il faut les stocker. Pensez vraiment que quand vous allez sur Google ou bien quand vous voulez accéder à une vidéo YouTube, où est-ce qu'on va vous envoyer pour aller chercher cette vidéo-là? Il faut que ce soit localisé dans des data centers. OK? Donc, il y a de l'avenir dans ce segment-là. Également, qui sont nos clients? Nos plus gros clients, c'est qui? D'accord. Alors, quand vous allez lire les rapports financiers ici de Digital Realty Trust, ça c'est le trimestriel ici, vous allez voir, il y a une partie qui est réservée aux plus gros clients ici. Donc, j'ai essayé de lire rapidement ici. Ils vous disent que le plus gros client ici représente à peu près 10%. D'accord. 10% du chiffre d'affaires. OK. Donc, à peu près, il vous donne ici le nom de certains gros clients ici, mais parfois, quand on vous voit ici, ceci, Fortune 25 Investment Grade Rate Company. Donc, c'est dit que c'est une compagnie, ils ne veulent pas juste afficher le nom de la compagnie à ce niveau-ci. OK. Donc, la question, dès le moment où vous savez qui sont nos clients, ou bien nos plus gros clients, il faut aller regarder au niveau de la solvabilité de ces différents clients-là. Ici, voilà, Equinix solvable, Facebook solvable, JP Morgan solvable, IBM solvable, Oracle solvable, AT&T solvable, Comcast solvable. Donc, voilà, c'est cet exercice qu'il faut faire rapidement. Et voilà, je pense que j'ai déjà parlé de ça en dernier lieu, qui est celui de savoir à peu près c'est quoi quelles sont les perspectives de croissance ici. On en a parlé justement en mentionnant que le bien fondé même de la compagnie, qu'est-ce qu'elle fait exactement. Donc, que fait la compagnie? Qui sont nos plus gros clients? Quelles sont les perspectives de croissance? Et maintenant, n'oubliez jamais le niveau d'endettement. OK? Donc, comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. D'accord. Et ici, on va étudier les états financiers uniquement. Ce qui veut dire que si les états financiers sont intéressants, peut-être que nous avons une opportunité d'investissement, mais cette opportunité d'investissement sera uniquement confirmée en lisant les rapports financiers. Parce que si vous ne lisez pas, vous ne pouvez pas investir avec conviction. D'accord. Ceux qui lisent uniquement les états financiers avant d'investir font ce qu'on appelle c'est uniquement de l'investissement quantitatif. C'est pas très différent de l'analyse technique. OK, si vous voulez. C'est pas de l'analyse fondamentale, c'est de l'analyse fondamentale quantitative uniquement. OK? Si vous vous fiez uniquement aux chiffres, vous allez vous retrouver dans une situation comme celle de voilà, comme celle avec Atos où les chiffres étaient bons jusqu'à ce qu'ils ne soient plus bons. OK. Pourtant, si on avait lu un tout petit peu, d'accord, on aurait peut-être pu voir que, attention, ils ont un segment d'activité ici, voilà, qui commence un peu à perdre voilà, en termes d'attractivité ici, notamment le segment des infos nuagiques, je pense que c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, vous aurez peut-être ralenti au niveau de l'investissement ici. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de peut-être ici, mais voilà, c'est toujours facile de penser après que l'événement se soit passé, mais l'exercice qu'on doit faire, c'est de penser avant que l'événement ne se réalise. Donc, par exemple, comme sur Medical Property Trust, qui est très intéressant présentement du point de vue du dividende, du point de vue du chiffre d'affaires, du point de vue des bénéfices, tout est parfait. Mais si on ne creuse pas, tant qu'on ne sait pas si l'un de nos plus gros clients qui représente à peu près 20% de notre chiffre d'affaires est solvable ou pas, voilà, c'est un peu compliqué. Je le dirais comme ça. Autant sur HCA, qui est également un de nos clients, je sais que cette partie-là est solvable, mais sur le client qu'on appelle Steward, est-ce qu'il est solvable? Ça, je ne sais pas. Et les informations du management ici sont un peu ambiguës à ce niveau-là. On en a parlé sur la vidéo concernant Medical Property Trust. Juste pour vous dire que faites attention aux éléments qualitatifs. Ils sont aussi déterminants que les éléments quantitatifs. OK?
Donc, on va revenir sur cette compagnie-ci. Je ne voulais pas que la vidéo dure, mais comme d'habitude, je parle trop. Donc, on va prendre les états financiers ici. Donc, je prends, normalement, on va suivre ici le revenu, le revenu, la croissance du revenu, le free cash flow. Ici, vu qu'on parle d'un Real Estate Investment Trust, on va chercher le AFFO. OK? Donc, j'en ai déjà parlé ici plusieurs fois. Si vous ne savez pas c'est quoi AFFO, vous allez faire simple. Allez sur Google. Je vous mets ici. Qu'est-ce que ça veut dire? On met AFFO. En fait, c'est le terme de free cash flow dans ce domaine-ci. OK? Donc, ce sont les bénéfices opérationnels moins les frais liés à la maintenance. OK? Parce que les net income ne vous donnent pas la véritable rentabilité d'un Real Estate Investment Trust. Pas du tout, d'accord? Parce que ça prend en considération la dépréciation en termes des actifs ici. Or, la dépréciation des actifs, ça ne veut pas dire qu'on va réinvestir le même montant chaque mois. Non, la dépréciation est une charge non financière. Donc, ce qui veut dire que si je déprécie $100, c'est pas comme si je vais dépenser en capital $100. Peut-être que je vais dépenser en capital juste $20. Donc, ce qui veut dire que le $80 en différence, je n'ai pas payé d'impôt dessus et ça rentre dans les free cash flow. Mais faites attention également au data center. Ce n'est pas comme de l'immobilier. Ce n'est pas comme des pipelines. D'accord? Pourquoi? Parce que les data centers, c'est essentiellement des cartes graphiques. Pas des cartes graphiques, essentiellement, essentiellement de la mémoire. Et à un moment donné, cette mémoire-là, elle ne prend pas de la valeur à long terme. Sa valeur se déprécie. Donc, il va falloir changer à chaque fois, continuellement. Donc, ce n'est pas la même chose qu'un bien immobilier classique. Il faut faire attention. C'est sûr que c'est un rate, mais ce n'est pas un bien immobilier classique. Donc, le taux comment on appelle ça? Le taux ici de dépréciation est sans doute véridique. Donc peut-être même les net income donnent la véritable rentabilité de cette compagnie-ci. Je dis peut-être, entre parenthèses, faites attention. Donc, je vais quand même prendre les AFFO ici, mais soyons prudents comme d'habitude. Donc, nous allons regarder d'abord premièrement les revenus de cette entreprise-ci. Donc, je vais aller là. Je prends ici Digital Realty Trust. Donc, je pense que c'est ça. Voilà. DLR, c'est le ticker symbole. On prend ça ici. Et qu'est-ce que ça nous donne ici en termes de revenus ici? En termes de revenus, nous avons des revenus croissants, 4 milliards 500 en date d'aujourd'hui. Sur les 10 dernières années, nous avons combien en termes de croissance? Sur les 10 dernières années, nous avons 14%. Vous voyez que la croissance tend à ralentir. Très bel exemple. Donc, quand on prend en considération la croissance ici, dites-vous que ça sera moins élevé dans le futur. Aujourd'hui, on a 14%, ça ne veut pas dire qu'on aura 14% l'année prochaine ou l'année prochaine. On aura tendance à avoir de la croissance, mais de moins en moins élevée. Plus l'entreprise devient mature, moins on a de possibilités d'avoir une croissance de plus en plus élevée, sauf si on fait des acquisitions. Donc, ça, c'est 10%, ça, c'est à peu près 14% sur les 5 dernières années, sur les 10 dernières années. Sur les 5 dernières années, nous avons toujours 14%. Très bien, on réussit à se maintenir ici. Sur les 3 dernières années, nous avons à peu près 12%. Donc, on a au moins 10% en moyenne, d'accord, sur cette compagnie-ci. La croissance ici, elle est liée à quoi? Est-ce que c'est une croissance par acquisition ou bien de manière organique? Donc, généralement, ça peut être un mix des deux. Donc, nous voyons ici, voilà, c'est un mix des deux. Parfois, on fait des acquisitions, d'accord? Parfois également, c'est juste de manière organique. Mais voilà, c'est normal qu'on fasse des acquisitions ici. Donc, il vaut mieux profiter des taux d'intérêt qui sont très, très bas. Alors, ici, il faut préciser une chose. C'est peut-être pas une entreprise qui va être impactée très négativement par les taux d'intérêt, même si les taux d'intérêt auront un effet ici. Mais attention, l'effet au niveau de la dette, mais sûrement pas au niveau de la valorisation des actifs ici, parce que ce n'est pas de l'immobilier. D'accord? Enfin, dans une certaine mesure, s'ils détiennent les entrepôts, mais ça, il faudra encore regarder en profondeur qu'est-ce qu'ils détiennent réellement dans leurs biens immobiliers. D'accord? Alors, on continue ici. On a le revenu, 4 milliards 500. Je vais prendre le revenu attendu par les analystes cette année-ci, enfin sur les 12 prochains mois. Ici, on a à peu près combien? Vous voyez, on a à peu près à 4 milliards 940, alors qu'ici, on a donc 4 milliards 940. Je vais mettre ça ici, revenu, estimation, 4 milliards, 94. D'accord? Croissance des revenus, on pourrait se dire qu'on est aux alentours de 10% en moyenne sur les années à venir. On pourrait également regarder si les analystes pensent quoi, le management pense également quoi ici. Donc, quand je prends ce que disent les analystes à ce niveau-ci, toujours prendre avec des pincettes comme d'habitude, mais ça reste de l'information à peu près afin de savoir à peu près où est-ce qu'on s'en va. Est-ce qu'on est optimiste ou pessimiste? Vous voyez ici qu'on s'attend à peu près, le management s'attend à peu près à un plus haut à 4 milliards 750, alors que les analystes sont à 4 milliards 900. Donc, déjà, prends ça en considération. Et généralement, ici, il faut également voir est-ce que le management a tendance à donner des estimations ici, voilà, moins élevées que ce qui est réellement le cas, ce qui serait réellement prévu. Donc, est-ce qu'ils ont tendance à sous-évaluer les estimations ici? Donc, on aime ça, qui disent, on n'aime pas les... Enfin, il
faut faire attention aux entreprises qui vous disent que oui, on aura des revenus croissants et après chaque année, on a toujours des revenus, voilà. Ils sont croissants certes, mais moins que ce qui a été prévu par le passé. D'accord? Enfin, en termes de guidance. Mais bon, ça reste de l'information. Donc ici, vous remarquez que les analystes sont à peu près confiants par rapport à la croissance des revenus ici. OK. Donc si on prend à peu près 4 milliards, actuellement on s'attend à 4 milliards 700 cette année-ci, le 4 milliards, le 5 milliards 135 millions, c'est en 2023. Donc vous voyez ici qu'on n'a pas les mêmes informations d'un logiciel à l'autre. Il faut faire attention. OK. Il faut faire très attention ici. Le management s'attend à 4 milliards 700. D'accord. Ici, les analystes, c'est 4 milliards 900. Ils ont relevé ici. Donc, on ne peut pas savoir est-ce que les analystes ici ont relevé ces derniers mois-ci. Est-ce que sur l'autre logiciel, c'est également le cas. D'accord. Il faut prendre ça avec des pincettes. OK. Donc, je vais prendre ici, on va se dire l'état stationnaire, juste pour ne pas, voilà, pour ne pas trop exagérer ici. Le management s'attend à 4 milliards 750. Donc, on va prendre à 4 milliards 750. Donc, voilà. Que de prendre le 4 milliards 750, ce que je vais faire ici, je vais prendre les 12 derniers mois pour avoir quelque chose d'assez correct. Donc, ce n'est pas l'estimation ici. On va mettre 4 milliards, point 51. OK, on va faire simple. Voilà. Maintenant, croissance, on garde à 10%. Free cash flow. Je vous ai dit ici qu'on ne va pas utiliser les free cash flow, mais on va utiliser les AFFO. Et ici, à ce niveau-ci, pour les AFFO, je ne peux pas les avoir je peux les avoir en termes de marge ici, mais je vais les prendre directement en termes de volume parce qu'il va falloir que j'utilise ce logiciel-ci. Parce que si j'utilise Coifin, je n'ai pas l'information par rapport à FFO. Donc, quand je tape ici FFO, vous voyez, ça me donne le Adjusted Fund from Operation. Je peux mettre ici le average, mais ça me donne le per share. Mais pourtant, je veux juste en termes de volume, je ne veux pas par action. Donc, je peux toujours aller regarder à peu près qu'est-ce que ça me donne ici en termes de average. Mais ça reste ici un consensus sur un an ici. Vous voyez que c'est 6,43 $. Ils s'attendent à peu près à 6,43 $ ici. Pourtant, ici, on est à 8,39 $. Mais ça dépend également ici. Est-ce qu'on a eu un nombre d'actions qui a augmenté entre-temps? Quand on observe si oui. Donc, le nombre d'actions également a augmenté. Ça doit être pour ça que ça a diminué ici. Donc, prends ça en considération. Alors, je prends les AFFO ici attendus. Donc, je viens ici, je viens dans Valuation. On va faire simple. AFFO, est-ce qu'il me donne l'information ici? AFFO. OK. Boum. Il n'y a pas beaucoup de sites où vous pouvez avoir ce genre d'information-là. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. Donc, je prends ça. On s'attend à peu près à voir combien ici. Je sais que ça ne va pas concorder avec l'estimation ici. Donc, on est ici à 1,813 $. Ça, c'était en 2021. Donc, c'est en 2021 avec des revenus de combien? Avec des revenus à peu près de 4,2 $, 4,4 $ ici. Donc, OK. Donc, je vais aller prendre ça ici, de ce côté-ci. Donc, je mets Valuation. Donc, c'est recoller les morceaux. Hein. J'essaie d'aller à gauche, à droite, même si je sais qu'en allant sur les rapports financiers, si je pourrais avoir cette information-là, par exemple, il vous donne cette information à ce niveau-ci, le payout ratio par rapport au AFFO, vous voyez le AFFO ici, donc 3,22 $. On peut se dire ici, vu que c'est un Real Estate Investment Trust, on rapporte à peu près la même chose à mois après mois, donc c'est facile de pouvoir avoir à peu près les revenus en gratuit, parce que les revenus qu'on pourrait avoir sur les 6 prochains mois ici, d'accord? Parce que c'est à peu près la même chose, période après période. Il n'y a pas un trimestre qui est plus élevé que l'autre. Donc ici, on peut se dire qu'on a 6,44 $ ici en moyenne, donc 6,44 $. Je vais également vérifier ça sur ce logiciel-ci. D'accord. Le AFFO de la période actuelle, AFFO. Alors, est-ce qu'on a 6,44 $ ici? Ici, on a 6,58 $. Le low, c'est là. Mais ça, c'est le next 12 months. Faites attention. Donc, last 12 months ici, est-ce qu'on l'a? Je n'ai pas l'information par rapport au last 12 months. Donc, je vais prendre ici le 6 $. Vous voyez ce que j'essaye de faire ici? J'essaye de recoller les morceaux. D'accord? Faites attention. J'essaye de recoller les morceaux. Donc, là, à ce niveau-ci, on a des FFO ici de 3,22 $. D'accord? Donc 935 millions ici. Si on multiplie ça par 2, admettons qu'on a à peu près le même niveau l'année prochaine, pour les 6 prochains mois, on sera à peu près à combien? 935. On a 935 ici. 935 multiplié par 2. OK? Ça fait à peu près 1,870 $. Ça pourrait être bien plus que ça parce que l'entreprise reste en croissance présentement ici. D'accord? C'est 1,870 $. D'accord? Faites attention, prenez cela avec des pincettes. 1,870 $. Si vous le divisez ici par le nombre d'actions qu'on a, je pense qu'on a à peu près 288 millions d'actions ici. On divise par le nombre d'actions, on sera à peu près aux alentours de 6,49 $. Presque à peu près ce qu'on avait ici au niveau de l'estimation des analystes. D'accord? Sur les 12 prochains mois. Faites attention. Alors, ici, je vais juste aller voir le nombre d'actions. D'accord?
le nombre d'actions. On va prendre ça ici, nombre d'actions. Qu'est-ce qu'on a ici comme nombre d'actions? On a 280, voilà, 284,67. Je vais mettre 285 ici, ou le 288, 285 ici. Alors, où est-ce qu'on va mettre 285? Ici, 285. OK? PER. Alors, et c'est là où cette partie-ci va nous aider. Ici, je ne peux pas voir les PER parce que si je prends ici les net income, par exemple, si je prends les net income, prenons ça ici, vous voyez qu'en termes de net income ici, l'entreprise rapporte 1,3 milliard. Pourtant, en termes de AFFO, on est à 1,8 milliard. Donc, ça va, les net income ici auront tendance à nous donner une mauvaise information par rapport à la rentabilité de cette compagnie ici. Donc, je ne peux pas prendre les price to earning, d'accord, ou les PER, ou les price to cash flow. Je dois prendre ici les price to AFFO. Et pour avoir cette information-ci, je viens sur ce logiciel-ci, c'est à ce moment-ci qui va me servir justement. J'essaie de regarder la moyenne de ce qu'on a eu précédemment. OK? Donc, price, je prends ici, price to FFO per share. Donc, on ferme ça et on vient ici. Vous voyez que j'ai deux tendances ici. J'ai le FFO et le AFFO. Le FFO, c'est celui qui n'est pas ajusté. Le AFFO, c'est celui qui est ajusté. Vous voyez que le AFFO sera plus élevé. Pourquoi? Parce que entre le AFFO est moins élevé en termes de volume que le FFO. Par exemple, si le FFO c'est 2 milliards, le AFFO ça sera 2 milliards moins les frais de maintenance. D'accord? Ici, les frais de maintenance sont aux alentours de 130 millions par là. Donc, à la fin de la journée, c'est pour ça qu'on a cette différence. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le AFFO. Vous voyez ici que la moyenne, c'est 19 fois les AFFO. D'accord, on va se dire presque 20 fois ici, donc ce qui représente un rendement de 5% par là. En date de jour, on est à 14. Donc peut-être ici, ça prend en considération la dette. Donc je prends la moyenne, ce qui m'intéresse, 20 fois les bénéfices, 20 fois les AFFO pour cette compagnie ici. Je pense qu'on est dans la moyenne. Faites également attention, ça dépend également des taux d'intérêt. Parce que si les taux d'intérêt augmentent, les multiples auront tendance à diminuer. Donc quand on prend des multiples de 20 ici, il faut déjà reconnaître qu'on a un certain biais au niveau de l'évaluation de cette compagnie ici. Parce que si les taux d'intérêt restent à un niveau très élevé, pour les 10-20 prochaines années, on aura tendance à avoir des multiples ici très peu élevés. Donc, il faut faire attention par rapport à ça. OK? Faites attention. Est-ce que moi, je sais quel sera le niveau de quel niveau de taux d'intérêt on aura dans le futur? Je ne sais foutrement rien du tout. OK? Donc, mais je suis au courant que ça pourrait avoir un impact. Donc, en prenant 20 fois les bénéfices ici, je sais que je prends certes 20 fois les bénéfices, mais encore, il faudrait que je me garde une certaine marge de sécurité pour me protéger de ce genre d'événements-là. OK? Parce que rien n'est certain dans le futur. OK? Alors, je prendrai ici 20 fois les bénéfices comme PER si vous voulez. OK? Mais ce n'est pas les PER, c'est le price to FFO. OK. La dette nette. Niveau de dette nette ici, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de la dette nette ici, dette nette, on prend la dette et on valide cette information-ci. On obtient quoi? On a à peu près 15 milliards 600. D'accord, 15 milliards 600 aussi reconnaît qu'au niveau de la dette ici, on aura tendance à avoir des taux d'intérêt plus élevés, donc une charge liée à la dette plus élevée quand on va refinancer la dette. Donc il faudrait regarder à peu près la dette ici, elle a quelle maturité? D'accord, la maturité moyenne, est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, 20 ans? Plus c'est long, mieux c'est. Parce que si on a une maturité moyenne de 3 ans, on sait que il va falloir se refinancer au moins sur les 12 à 18 prochains mois. Okay? Si on a une maturité moyenne sur 5-10 ans, on peut se dire que le refinancement va arriver sur les 3 prochaines années, sans doute. D'accord? Et entre-temps, les taux d'intérêt auront tendance à varier ici. Mais si, par exemple, le prépaiement moyen de la dette ici, c'est 2 ans, dites-vous qu'on va devoir se refinancer au taux actuel et avec des taux d'intérêt plus élevés. OK? Faites attention. Donc, ici, on a la dette nette. Qu'est-ce que je fais maintenant? Le dividende, la qualité du dividende, on va y revenir. Même si on paye un dividende, c'est 5,3% ici. On va revenir sur la qualité du dividende tantôt. Alors, j'ai tous les éléments nécessaires. 1 milliard 870, je prends directement mes AFFO. Je n'ai même pas besoin de prendre le revenu ici. Multiplié par 20 fois les bénéfices, d'accord, moins la dette nette qui est de combien? 15 milliards 600, ok. Divisé par le nombre d'actions, on a combien en termes de nombre d'actions? On a 285 millions d'actions. Divisé par 285, ça donne combien? 76,50 $. Donc, X 20, ça donne ici 76,50 $, sans prendre en considération la croissance ou une hypothétique croissance. Maintenant, on va réagir on va faire un calcul très très bête, on va faire simple. Si l'entreprise ici venait à avoir une croissance d'au moins 10% sur les 5 prochaines années, admettons également que la dette a tendance à croître de 10% tantôt. D'accord, c'est l'hypothèse qu'on va faire ici, juste pour faire simple, parce que je prends 1,61 multiplié par 76,5. On se dira ici que
on pourrait avoir une valorisation aux alentours de 123 dollars à l'action maximum. OK? Et sachez que en faisant ce calcul-ci comme ça, je sous-entends dans ce calcul que la dette également augmente de 10%. Parce que si je fais juste multiplier le 1,10 ici, exposant 5 sur ce montant-ci, moins la dette nette, vous allez voir qu'on aura un chiffre bien plus élevé que 123. OK? Donc, 123 serait le maximum qu'on pourrait avoir, d'accord, en prenant en considération les éléments actuels. Si les marges augmentent, tant mieux. OK? Si la dette nette diminue, tant mieux. OK? Si la dette nette reste également stable, tant mieux. On aura tendance à avoir quelque chose de plus élevé. Donc, ce qui me permet de dire ici que pour une entreprise de croissance, c'est une entreprise de croissance, j'aimerais l'acheter à un prix qui n'inclut pas la croissance. Quel est le prix qui n'inclut pas la croissance ici? Est-ce que c'est le prix actuel ou bien je prends pour moi c'est 76,50 $. D'accord, je me protège au maximum. Donc le prix qui pourrait m'intéresser aux alentours, cette entreprise pourrait m'intéresser aux alentours de 76,50 $. Mais faites attention ici, la dette a tendance à être repayée rapidement également. Donc 1,870 $, c'est ce qu'on a présentement en termes de AFFO. Si on vous distribue la totalité des AFFO ici en termes de dividendes, vous aurez un rendement à peu près de 7% par là. D'accord? Vous aurez un rendement de 7%. Ce qui me permet de dire que, dépendamment de là où vous vous situez, moi, j'essaie toujours de me protéger au maximum. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui paye 100 $ ici, parce que cette entreprise pourrait avoir une croissance de 10% pendant au moins une dizaine d'années. D'accord? La croissance même pourrait être aux alentours de 5% et plus pendant au moins une dizaine d'années. OK? Et on ne compte pas les acquisitions qu'on pourrait faire entre-temps. Donc, moi, je dirais ici que pour quelqu'un qui a une vision long terme, d'accord, le prix actuel n'est pas mauvais. Attention. Le prix actuel n'est pas mauvais du tout. Si elle vous reverse la totalité des AFFO ici en termes de dividendes, vous aurez un rendement de 6,9%. Actuellement, le dividende qu'elle paie est de 5,31%. OK? Oui, ce dividende-là, il est croissant année après année, mais également, il y a de fortes chances que ce dividende-là reste à peu près, n'augmente pas aussi rapidement. Sauf maintenant, ça dépend si l'entreprise a l'ambition d'être un dividende aristocrate ou bien ce genre de choses-là. Voilà, peut-être qu'elle va continuer à augmenter son dividende, mais il y a de fortes chances que ça ralentisse de plus en plus. OK? Donc, faites attention à ça. Donc, quand on regarde ici la croissance du dividende année après année, on voit ici que le dividende ici, par rapport aux 12 derniers mois ici, la croissance année après année, on a à peu près une croissance moyenne sur les dernières années ici on va se dire ici, de 4% par là. OK? Donc, oui, le dividende peut être croissant, mais ça sera de moins en moins élevé ici si la compagnie ne génère pas, si la croissance de la compagnie ralentit. Il y a de fortes chances que la croissance continue ici. Donc, pour moi, je dirais que Digital Realty Trust, le prix actuel est correct. OK? Il n'est pas mauvais. Idéalement, j'aimerais l'avoir aux alentours de, voilà, si les planètes s'alignent aux alentours de 60 $ par là. OK? Mais le prix actuel n'est pas mauvais. Ne nous méprenons pas. Ça dépend. Vu que mon capital également, et je parle toujours avec un biais parce que je parle en tant que moi-même, d'accord? Je ne parle pas au nom de quelqu'un d'autre. Donc moi, en tant qu'investisseur, par rapport à mon capital présentement, vu que mon capital il est limité, je préfère me focaliser sur les meilleures opportunités. Je ne dis pas que ce n'est pas une meilleure opportunité ici, mais je me dis qu'ok, admettons que voilà, le temps me donne un prix plus élevé, enfin un prix moins élevé que ça, d'accord? Le marché peut me donner un prix moins élevé que ça, donc je pourrais attendre un meilleur prix ici. Mais si elle m'intéresse réellement, je pourrais peut-être commencer à ouvrir une petite position, tout en sachant que le prix actuel est déjà correct. Pour moi, 1%, je suis assez correct. Si on diminue, si on va aux alentours de 60 $ à l'action, je pourrais rajouter un autre pourcentage de mon portefeuille. Mais je n'irai clairement pas avec une grosse partie de mon portefeuille sur cette compagnie-ci ici aujourd'hui. Mais ça, je parle en tant que moi-même. OK, vous voyez ici que l'action a que de se casser la gueule ici. Ceux qui ont acheté à un niveau plus haut, 120 $ par là, c'est un peu limite. D'accord? 120, 150, c'est correct. Mais plus haut que ça, les 170 $, je ne sais pas. Franchement, ça va dépendre de la croissance future. Mais au prix actuel, ça commence à être intéressant et ça pourrait encore aller plus bas que ça. Mais c'est déjà intéressant en date d'aujourd'hui. On va se limiter là sur Digital Realty Trust. Je pense qu'on a assez parlé. Le dividende ici, il est safe, d'accord? Il y a de fortes chances qu'il continue à croître, mais également, n'oubliez pas que cette entreprise devrait également rembourser sa dette. Donc, peut-être qu'elle va ralentir la croissance dividende ici. Dans tous les cas de figure, 1% de croissance dividende, c'est toujours une croissance de dividende ici. Et elle a clairement le potentiel pour le faire. Donc, on va se dire ici que pour Digital Realty Trust, ici, par rapport aux éléments qu'on a, on sera aux alentours de 76,50 $ en termes de valorisation. Le prix actuel n'est pas mauvais. Idéalement, 76,50 $, c'est ce qu'on aimerait avoir ici. Mais n'oubliez pas que si on nous reverse la totalité des dividendes ici, la totalité des AFFO ici en termes de dividendes, vous aurez à peu près un rendement de
6,9%, donc disons 7% ici, on paie un dividende de 5,32%, donc il reste à peu près une marge de manœuvre ici. Donc si on prend ici le 5,32 divisé ici par 7% ici, ça représente ici à peu près 76, ça représente ici à peu près 76%. Et si ce dividende-là vient à croître à peu près en moyenne de 10%, pas le dividende, mais le AFFO vient à croître en moyenne de 10% sur les 5 prochaines années, ça pourrait nous donner un rendement de 11%. C'est pour ça que je dis que le prix actuel n'est pas mauvais si on prend en considération la croissance. Mais moi, je suis gourmand de nature, ok? Donc, faites attention ici. Je n'ai pas dit 76, attendons 76. J'ai dit une chose, c'est que je considère que le 76 serait idéal pour moi, pour commencer à regarder au mieux même 60. Mais le prix actuel n'est pas déjà mauvais pour quelqu'un qui a une vision long terme, ok? On ne surpaye pas déjà. C'est bon à savoir. Donc, on va donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.